Bonjour, c'est Maïté la kiné. Je vous souhaite la bienvenue chez TechCare. TechCare, c'est le podcast qui t'aide et t'accompagne pour prendre soin de toi. Nous allons parler ensemble de santé, de sport, de nutrition, mais aussi du bien-être physique et émotionnel. Tous les 15 jours, vous retrouverez un épisode avec un expert dans son domaine, qui viendra partager ses connaissances et son expérience avec nous. Ou alors avec une personne, qui vient nous raconter son parcours, son histoire, ses embûches, et on l'espère, sa guérison et ses solutions, qui pourront t'inspirer, t'aider ou te donner du courage pour en parler et consulter. L'objectif, c'est que chacun de ces épisodes t'aide à mieux connaître ton corps, son fonctionnement, et surtout les astuces et les meilleurs conseils pour en prendre soin. Car n'oublie pas, la santé ne s'achète pas. La santé se construit avec des petits gestes du quotidien. Alors si le concept te plaît, n'hésite surtout pas à le partager et à le noter 5 étoiles sur iTunes. Cela m'encourage beaucoup. Et surtout, cela aidera un de tes proches, ta famille, tes amis, bref, un maximum de personnes à mieux se connaître et à être en bonne santé. Je vous laisse avec l'épisode du jour. Belle écoute. Aujourd'hui, je reçois Mathilde Délin, kinésithérapeute spécialisée dans la rééducation des déformations du crâne de nos bébés, qui est un problème de santé publique, car il touche un nourrisson sur 4. Elle nous explique que faire pour l'éviter et l'importance d'une prise en charge précoce. On a aussi parlé de l'implication de nos patients dans leur traitement et du poids du marketing dans le monde de la santé. Je ne vous en dis pas plus et je vous laisse rejoindre notre conversation. Alors bonjour Mathilde et bienvenue sur TechCare. Merci de nous donner de ton temps pour venir partager ton expertise sur les déformations crâniennes positionnelles. Alors avant que tu nous expliques un peu ce que c'est, je vais te laisser te présenter. Alors, je suis Mathilde Délin, je suis kinésithérapeute à Bordeaux et je suis spécialisée dans la rééducation pédiatrique et périnatale. Ok, parfait. Et qu'est-ce qui t'a emmené à faire de la pédiatrie, ou plus précisément du coup les déformations crâniennes positionnelles? Alors en fait, au début, c'était un peu le hasard, même si j'étais très attirée par le milieu de la pédiatrie. J'ai fait plusieurs stages à l'hôpital pédiatrique à Bordeaux et j'y ai tout de suite travaillé à mi-temps après mon diplôme. Et ensuite, j'ai travaillé dans un tout autre service à l'hôpital. Et finalement, l'hôpital ne m'a pas plu, donc je suis partie travailler en libéral, en assistanat. Et là, ça a été vraiment un peu le fruit du hasard parce que le cabinet où je travaillais ne faisait pas du tout de pédiatrie. Et pour développer ma patientèle, j'ai décidé de commencer à me former dans le milieu de la pédiatrie. Donc, j'ai commencé au tout début à faire des formations sur les malformations et malpositions de pieds et de mains, donc à la méthode fonctionnelle, à l'hôpital Necker. Après, je me suis très vite formée à la prise en charge du nourrisson en situation à risque, donc c'est-à-dire le nourrisson né prématurément, qui présente des positions préférentielles, des torticolis, des positions vicieuses et donc plagiocéphalie. J'en ai très vite entendu parler dans cette formation-là. J'ai continué des formations autour de la pédiatrie et du développement moteur un peu plus général. Et un jour, on m'a proposé un DU qui venait tout juste de se créer à l'hôpital de Bordeaux, qui est le DU de physiothérapie crânio-maxillofaciale. Et en fait, je connaissais la prof qui avait créé ce DU parce que c'était ma prof à l'école de kiné. Et j'étais assez intéressée par ce domaine, mais au début, ça n'avait pas vraiment de lien dans ma tête avec la pédiatrie. Je faisais vraiment cette formation plus par intérêt pour cette prof et par le domaine que je connaissais peu. Je me disais, ça fera toujours une corde à mon arc de plus. Et voilà, j'ai débuté cette formation un peu dans cette optique-là. Elle était toute nouvelle et c'était vraiment plus un soutien pour elle que vraiment un objectif pour moi. Et finalement, dans ce DU, j'ai rencontré le docteur Gimbert, qui est neurochirurgien au CHU de Bordeaux, qui nous a fait un cours sur les craniosténoses et les déformations crâniennes positionnelles. Et il nous a vraiment parlé que de généralité en nous expliquant que aujourd'hui, les craniosténoses, elles sont prises en charge de manière chirurgicale, qu'il n'y a pas de rééducation pour ça, mais que tout ce qui était déformation crânienne positionnelle, c'était encore mal connu du milieu de la kiné,
en gros, il lançait un petit peu un appel aux gens qui étaient intéressés pour, traiter, ce problème-là et là, mais pour moi, ça a été, le graal. Enfin, je me suis dit: «Génial, je fais, une formation à la base où je suis juste là pour prendre un peu de la connaissance dans un domaine que je connais pas, mais qui m'attirait pas beaucoup plus jusque-là et je me rends compte que finalement, ça peut avoir un lien avec la pédiatrie». Donc je me suis pas très longtemps posé la question de sur quoi j'allais faire mon mémoire pour ce DU. Je me suis tout de suite orientée sur le sujet, des déformations crâniennes positionnelles. J'ai été très bien accompagnée par, 2 kinés à Bordeaux qui font, exclusivement de la kiné, maxillofaciale, et notamment de la rééducation linguale aussi avec les enfants où j'ai appris plus tard que dans la sphère de la rééducation crânio-maxillofaciale, il y a aussi tout ce qui est syndrome d'apnée du sommeil du nourrisson qui touche aussi, l'enfant, mais ça je l'ai appris un peu plus tard quand je m'étais déjà lancée, dans les déformations crâniennes et donc voilà, j'ai été vraiment très bien accompagnée, pendant ce DU sur ce sujet parce que finalement il y avait pas de cours, sur la rééducation à proprement parler, de ce problème. Donc j'ai un petit peu appris sur le tas avec tous les articles que j'ai lus. À ce moment-là, il y avait pas encore de recommandations, au niveau de l'HAS. Donc j'ai travaillé un petit peu à l'aveugle comme ça, et j'ai vraiment, pas peur de le dire. J'ai appris sur le tas, en lisant, tous les soirs des nouveaux articles sur le sujet et en interrogeant, le peu de kinés qui connaissaient un petit peu déjà le sujet. Voilà, j'ai débuté comme ça, donc j'ai fait ce mémoire et à la suite de ce mémoire, ça a été un petit peu l'engrenage, quoi. Ça finalement, c'est tombé pile poil au moment où on parlait de plus en plus de ce problème, où ça devenait de plus en plus un problème de santé publique et du coup, le docteur Gimbert était de plus en plus débordé au CHU par des demandes de consultation pour des bébés qui avaient des plagiocéphalies et il avait de moins en moins le temps de s'en occuper parce que lui, son vrai travail, c'est de s'occuper des craniosténoses et donc il a cherché en fait à trouver une solution pour ses patients, et ouais, à déléguer exactement parce qu'en plus lui, ce qu'il pouvait faire, c'est uniquement dire, «On le traite pas en chirurgie, donc c'est pas vraiment mon travail, je vous conseille d'aller voir des kinés» et les parents forcément demandaient, «Mais qui?» et lui, il savait pas forcément. Voilà, donc c'était un peu, limité et donc c'est à la suite de ça qu'on a décidé, d'ouvrir un service vraiment, dédié et enfin, je dirais plutôt une consultation dédiée aux déformations crâniennes positionnelles. Et du coup, on a ouvert cette consultation au CHU de Bordeaux tous les vendredis matins où je reçois, tous les parents de la Gironde. Je veux dire, il y a des parents qui viennent même de loin et ils viennent, on pose le diagnostic. Ce qui est bien, c'est que le docteur Gimbert, il est là aussi le vendredi matin. Il est pas avec moi en consultation, mais si jamais j'ai un doute sur une, déformation crânienne ou, craniosténose, parce que des fois le diagnostic est pas facile à faire, je sais que je peux toujours l'appeler et qu'il vienne vérifier. Non, mais c'est génial. Un travail d'équipe. Voilà, c'est super de pouvoir travailler en équipe avec un médecin et de savoir que, voilà, c'est parce que, voilà, les enfants qui viennent nous voir au CHU, c'est plus des enfants pour qui on a un doute. C'est les pédiatres qui nous les envoient et ils ont un doute sur le fait que ce soit une déformation positionnelle ou une craniosténose. Je te coupe, on va peut-être expliquer du coup quelle est la différence entre les deux, parce que du coup on en parle comme si c'était logique, mais je pense que ça l'est peut-être pas pour tout le monde. Ah, tout à fait. Il faut faire, tant qu'on est sur le sujet, autant faire la différence entre la craniosténose ou la craniosynostose, c'est 2 mots qui sont synonymes. C'est une fermeture prématurée d'une suture crânienne. Pour les sutures crâniennes. Voilà, le crâne d'un bébé, j'explique comme ça aux parents en général, c'est comme un puzzle où on n'a pas encore imbriqué les pièces et en fait, elles sont, toutes les pièces sont les unes à côté des autres et elles peuvent encore bouger avant d'être imbriquées les unes aux autres. Donc pendant 6 mois, elles vont toutes être les unes à côté des autres et le cerveau, en grandissant, va les pousser vers l'extérieur et c'est ça qui va faire la croissance crânienne et à partir de 6 mois, les os vont commencer à se développer et à venir se fermer et se fixer les uns aux autres. Dans le cas de la craniosténose, ce processus arrive beaucoup trop tôt, à partir de 1 mois, 2 mois, 3 mois. Du coup, la croissance du cerveau ne peut pas se faire correctement puisqu'elle est bloquée et donc ça va donner des formes crâniennes, tout à fait atypiques qu'on reconnaît normalement assez facilement, mais il est normal d'avoir parfois un doute
Des fois, la craniosténose peut fortement ressembler, à la déformation crânienne positionnelle de type plagiocéphalie asymétrique. Et du coup, c'est quoi les déformations crâniennes positionnelles? Et les déformations crâniennes positionnelles, dans ce cas-là, tout est physiologique. La croissance se fait tout à fait normalement, le cerveau grandit normalement à l'intérieur du crâne, les os sont toujours les uns à côté des autres, mais il va y avoir soit une pression, répétée sur une zone du crâne, soit ce qu'on appelle, un effet de traction, lié à un torticolis et ces 2 effets, on va dire biomécaniques, vont entraîner une déformation qu'on appelle positionnelle du crâne. Et en fait, c'est un aplatissement sur un côté ou sur l'arrière du crâne. On expliquera un peu après, quelle est la différence de ces 2 déformations, liées au positionnement de l'enfant. Soit c'est une position préférentielle que l'enfant a depuis la naissance ou qui s'est installée progressivement, soit c'est lié à un torticolis congénital, donc un raccourcissement généralement du sternocléidomastoïdien qui est un muscle du cou qui va être raccourci et qui va entraîner une attitude de la tête de l'enfant en rotation d'un côté et en inclinaison de l'autre côté. Donc clairement, en fait, la plagiocéphalie, ça serait plus, vu que les os du crâne ne sont pas encore, soudés, le bébé qui est trop souvent vers un côté et du coup, à force, ça vient s'aplatir. Exactement. Si on peut résumer, c'est ça. Alors qu'au contraire, la Sténose. craniosténose, c'est, les os du crâne qui viennent se souder alors qu'ils n'auraient pas dû. Ils auraient dû attendre un peu plus tard. Oui. OK. Et du coup, c'est quoi la différence entre plagiocéphalie et brachycéphalie? Alors du coup, ce sont 2 déformations crâniennes positionnelles. La plagiocéphalie, c'est une déformation crânienne positionnelle qui va être asymétrique. Alors il y a 2 groupes dans les plagiocéphalies. Il y a la plagiocéphalie occipitale où l'asymétrie va se faire qu'au niveau de l'occiput, c'est-à-dire de l'arrière du crâne et ça n'aura aucun impact sur le visage et l'avant du crâne. Et il y a la plagiocéphalie fronto-occipitale qui est, visiblement plus liée au torticolis avec le phénomène de traction, qui elle va entraîner une déformation à l'arrière du crâne et une déformation à l'avant du crâne avec une bosse du même côté que le côté plat à l'arrière. Voilà et ensuite il y a la brachycéphalie qui est une déformation plutôt symétrique, totalement à l'arrière du crâne et qui va entraîner une réduction de la longueur du crâne par rapport à la largeur. D'accord, donc ça serait plus plat, en fait, complète tout l'arrière du crâne. Voilà, c'est là pour le coup la position préférentielle, elle n'est ni en rotation gauche ni en rotation droite, mais enfin l'enfant est symétrique et regarde plutôt droit devant lui. Alors que pendant une plagiocéphalie, il aurait plutôt un côté, du coup, vraiment du crâne qui est, plat et du coup, il tourne la tête du côté Ou c'est plat. où c'est plat. C'est ça. D'accord. Et est-ce qu'on sait, du coup, plus ou moins, pourquoi ça arrive? Tu as dit que, du coup, c'était quand même dû principalement au torticolis congénital et à la position de l'enfant? Voilà, alors comment ça arrive? Il y a plusieurs mécanismes. Les enfants qui présentent des torticolis sont vraiment à risque. C'est-à-dire que dès qu'il y a un torticolis, il faut que l'enfant soit suivi par un kiné spécialisé dans le domaine pour vraiment régler ce torticolis. Parce que l'enfant qui a un torticolis va vraiment avoir une limitation de la rotation, du côté opposé où il est en rotation permanente et du côté où il y a le raccourcissement du muscle sternocléidomastoïdien. Donc pour le coup, le torticolis, c'est vraiment avéré. C'est sûr que ça peut entraîner une plagiocéphalie si c'est pas traité. Ensuite, il y a les positions préférentielles qu'on a plus de mal à expliquer, d'où elles viennent. Est-ce que ça vient de la position in utero? On a noté quand même que les femmes qui sont alitées et qui bougent moins pendant leur grossesse, sont à risque, enfin, c'est-à-dire leurs bébés sont à risque de développer une position préférentielle. Les grossesses gémellaires sont aussi à risque, et les grossesses avec, liquide amniotique j'ai perdu le mot, qui ont moins de liquide sont aussi des grossesses à risque. Donc on pense qu'il y a aussi des mécanismes in utero qui peuvent générer plus tard des plagiocéphalies. Par contre, les plagiocéphalies ne peuvent pas se créer in utero. Ça n'a en tout cas jamais été démontré. Et donc la position préférentielle va se développer en fait suite à la naissance et dans les suites, parfois même, beaucoup plus tard, dans les 2-3 mois, suivant la grossesse. Je questionne toujours les parents dans mon bilan et en général, elles apparaissent entre on va dire 2-3 semaines et 2 mois. Généralement pas beaucoup plus tard, 3 mois grand maximum.
Donc c'est rare de voir un enfant qui naît avec une plagiocéphalie. Moi, je vois des enfants, j'en vois peut-être 10 par jour. Ça m'est jamais arrivé dans le bilan qu'une maman me dise: «Il est né avec la tête plate». Jamais. Donc j'ai jamais relevé, jusque-là. Ça la position préférentielle qu'ils naissent avec un torticolis, oui, ça c'est sûr, c'est possible. Par contre, il ne naît jamais, en tout cas des parents que j'ai rencontrés, ils ne naissent jamais, avec la tête plate. Ça se met en place quand il y a pas de torticolis, c'est une position préférentielle qui se met en place dans les semaines, voire les mois qui suivent l'accouchement et qui va s'installer et perdurer dans le temps. Et ça s'aggrave et ça s'engramme en fait chez l'enfant, quand ils sont, plutôt positionnés dans le matériel de puériculture tel que les transats, les cosy, les cocoonats, qui sont en fait des endroits où l'enfant ne peut pas se développer «librement» entre guillemets. C'est-à-dire qu'il est bloqué dans ce matériel de puériculture. Du coup, il bouge beaucoup moins la tête spontanément et du coup, ça va aggraver la position préférentielle et ça va favoriser l'apparition d'une, déformation crânienne positionnelle. Parce que ce qu'on n'a pas dit aussi, c'est que c'est quand même un problème de santé publique. Moi, j'ai lu beaucoup que c'était un problème récent et que ça avait peut-être aussi à voir avec la mort inopinée du nourrisson. Je ne sais pas si tu confirmes. Oui, ça touche un nourrisson sur 4, donc c'est un problème de santé publique, de par aussi les coûts que ça engendre, pour les parents et vraiment global quand c'est apparu. Il faut savoir que si on traite un bébé, qui a une plagiocéphalie qui est déjà installée, le traitement sera beaucoup plus long que si on traite tout de suite, un torticolis ou une position préférentielle sans qu'il y ait de déformation crânienne associée et du coup ça le fait de traiter une plagiocéphalie, ça entraîne un coût, de santé publique beaucoup plus élevé que le simple traitement d'une position préférentielle ou d'un torticolis. Et du coup, le lien, avec, la mort inattendue du nourrisson, c'est qu'effectivement, cette «pathologie» entre guillemets, elle est apparue dans les années 90, lorsqu'on a, fait la campagne de couchage sur le dos des bébés pour, prévenir la mort inattendue du nourrisson. Donc on respecte fermement cette recommandation de couchage sur le dos parce que ça a vraiment réduit, de 80 les morts inattendues du nourrisson. En revanche, ce qu'il faut vraiment apprendre aux parents, c'est que si la nuit, l'enfant est fait pour être sur le dos, la journée, au contraire, il faut qu'il ne soit pratiquement jamais sur le dos. C'est une image un peu forte que je donne là, mais c'est vraiment pour, marquer les esprits dans le sens où comme on se rend compte qu'il faut coucher les enfants sur le dos pour prévenir la mort subite du nourrisson, pour équilibrer les choses, justement la journée, il ne faut qu'il soit pratiquement jamais sur le dos. Bah, un peu comme nous au final, hein, parce que enfin, normalement, nous, on est allongé quand on dort, mais après, dans la journée, heureusement, on est capable de se mettre debout. Et donc, il faut imaginer que sur un crâne d'un bébé qu'on pourrait dire un peu mou, forcément, s'il est toute la journée dans quelque chose de très confortable, je dis confortable entre guillemets, il va pas vouloir bouger et puis forcément, ça va s'aplatir un peu derrière. Donc, en effet, on n'oublie pas qu'on met toujours son bébé à dormir du coup sur le dos, ça ne change pas. Mais que par contre, comme tu dis, dans la vie de tous les jours, on essaie peut-être d'utiliser d'autres méthodes. Je sais pas si du coup il y a des méthodes à conseiller pour ne pas mettre son bébé, sur le dos? Oui, bah, tout à fait et ce que j'aime beaucoup donner comme image aux parents, c'est qu'en Afrique, on ne retrouve pas de déformation crânienne positionnelle parce que la journée, les bébés ne sont jamais laissés, dans des transats, dans des cocoonats. Déjà, ils n'ont pas ce matériel-là, en règle générale et comme, ils ont un mode de vie totalement différent du nôtre, les mères portent leur enfant en permanence dans les 3 premiers mois de vie et c'est ce qui devrait vraiment être fait pour tous les bébés parce que, un bébé de la naissance jusqu'à 2-3 mois, le portage et le contact physique est vraiment un besoin vital et c'est quelque chose qu'on n'explique pas beaucoup aux mamans. Je sais pas trop pourquoi d'ailleurs, mais, on met pas assez l'accent dessus, selon moi. Il faut vraiment qu'un bébé soit porté et ça, c'est le premier conseil que je donnerais aux mamans, c'est entre 0 et 3 mois, porter son enfant au maximum. Je ne conseille pas, spécialement de mode de portage. Tant que vous êtes à l'aise avec un mode de portage, portez votre bébé. Ça sera mieux même pour les mamans aussi parce que clairement, c'est génial quand on peut porter son enfant, faire la vaisselle en même temps, enfin il y a que des avantages. Il faut tester, mais franchement, il y a que du positif.
Et après, pour éviter de laisser son enfant sur le dos, c'est peut-être des choses aussi qu'on devrait apprendre aux parents, en anténatal, hein. Moi, j'y pense beaucoup. En fait, il faudrait, réexpliquer aux parents comment jouer avec leur enfant, comment, les mobiliser, comment bien les porter, comment bien les soulever, parce qu'on voit encore beaucoup de parents soulever les enfants en les prenant sous les aisselles, alors que c'est pas bon puisque ça va relâcher la tête de l'enfant en arrière et cet âge-là, ils ont vraiment un cerveau qui est très fragile et qui peut bouger très facilement dans la boîte crânienne, d'où le syndrome du bébé secoué aussi, qui a peut-être aussi un petit lien. Il faudrait réapprendre parfois, oui, aux parents à comment accompagner l'éveil de leur enfant parce que finalement un enfant qui n'a aucun problème ne sera pas suivi par un kiné. Il y aura peut-être quelques conseils de la sage-femme ou de la puéricultrice, mais les parents ne sont pas vraiment accompagnés dans ce domaine-là pour accompagner l'éveil de leur enfant. Malheureusement. Et du coup, c'est un peu le but aussi de cet épisode aujourd'hui, parce que clairement, c'est vrai que nos enfants, ils ne naissent pas avec une notice, donc il faut tout apprendre. Après, je pense que s'il y a un truc qui peut être retenu aussi, c'est que tout ce qui est matériel de puériculture, gardez peut-être votre argent de côté pour acheter autre chose, par exemple une écharpe de portage, Par exemple. plutôt que d'acheter quelque chose où on a l'impression que ça peut être confortable pour notre enfant, et au final, du coup, comme tu le dis, la Mathilde, c'est finalement peut-être pas. Oui, offrez-lui plutôt un cours de massage bébé, offrez-vous des cours de portage, offrez-vous des soins en postnatal, voilà, mais n'achetez pas de transat ou de trotteur, tout ce matériel-là qui c'est un surplus en fait pour l'enfant et ça le bloque plus dans sa motricité qu'autre chose. Parce qu'aussi, il y a une chose que tu as dit et qui est très intéressante, je trouve, c'est au final, j'ai commencé à en parler un tout petit peu de la mort inattendue du nourrisson, mais selon moi, j'ai l'impression que c'était peut-être pas tellement ça le problème. Le problème, ça a été aussi beaucoup ce marketing sur des pseudo-besoins d'un enfant de confort, alors qu'au final, comme tu l'as dit, en Afrique, les enfants sont portés et tout va très bien et ils n'ont pas du coup, des formations au niveau du crâne. Tout à Donc fait. peut-être revenir à des bases Oui. pour le bien-être de notre enfant et encore une fois, garder notre argent pour autre chose, comme tu l'as très bien dit. Oui, tout à fait. On a beaucoup décrié, les recommandations de couchage sur le dos, alors que je suis tout à fait d'accord avec toi. Pour moi, le problème n'est pas là, mais plus du côté marketing et c'est fou comme finalement le marketing est bien fait pour qu'on ne voit pas le mal finalement. Totalement. Mais je pense que enfin, les matériels de puériculture, c'est le meilleur moment pour vendre des choses confortables pour les enfants, surtout en se disant, mais le pauvre, il est toute la journée sur le dos, donc on va lui mettre quelque chose de confortable. C'est ça. Alors qu'au final, comme tu le dis, ben, on se rend vite compte que non. Et qu'au final, le problème, c'est que non, quand bébé dort, oui, il est sur le dos, et sinon, non. Ça, c'est important. Si ça peut rester dans les esprits, ça sera génial. Et du coup, est-ce que comment ça se passe le diagnostic? Qu'est-ce qu'on peut donner aux parents comme astuce ou comme moyen de savoir si leur bébé a une plagiocéphalie ou une brachiocéphalie? Alors déjà, la première chose à savoir, c'est que si, votre, bébé garde toujours la tête du même côté, que vous voyez qu'il a des difficultés à tourner la tête d'un côté, qu'il est toujours du même côté et qu'il est limité pour aller de l'autre côté, ou qu'il tourne bien la tête des 2 côtés, mais que malgré ça, il regarde toujours du même côté comme s'il était plus confortable d'un côté. Là, il faut vous inquiéter, en parler avec votre pédiatre et qu'il soit tout de suite suivi. Finalement, il faut essayer de ne pas attendre que la déformation crânienne apparaisse pour débuter le suivi. Et ensuite, pour parler plus des déformations crâniennes positionnelles et comment voir que ça apparaît, c'est vraiment en regardant la tête du bébé du dessus. C'est là qu'on va se rendre compte qu'il y a une asymétrie, en regardant la tête du bébé du dessus avec le bout du nez qui dépasse. Vous allez voir, s'il y a une asymétrie ou pas, d'un côté, ou de l'autre du crâne. Alors après, il faut pas non plus rentrer dans la psychose, parce que des fois, j'ai des parents qui viennent consulter et la symétrie, elle est vraiment à peine visible. Enfin, c'est normal qu'on soit tous un petit peu asymétriques. Il vaut mieux quand même s'inquiéter pour pas grand-chose et prévenir que guérir, mais on est tous un petit peu asymétriques. Et quand je prends les mesures, moi, chez les bébés, et du coup, ça fait partie aussi du diagnostic, c'est la prise de mesure, on en reparlera après, entre 0 et 5 millimètres d'écart entre les deux diagonales qu'on mesure au niveau du crâne de l'enfant. On estime que c'est normal que dans la population générale, chez tout le monde, on peut trouver entre 0 et 5 millimètres d'écart entre les deux diagonales.
Donc si c'est une toute petite asymétrie, mais que le bébé tourne parfaitement bien la tête des 2 côtés, qu'il reste pas, plus d'un côté que de l'autre, on s'inquiète pas, tout va bien, tout le crâne va se former, petit à petit, normalement. Par contre, effectivement, si on regarde le crâne du dessus et qu'on voit vraiment un côté plat ou que c'est plat totalement à l'arrière, là, il faut consulter. Et surtout aussi, du coup, si on se rend compte que bébé regarde toujours du même côté. Exactement et que son crâne est quand même encore rond, mais ça, c'est vraiment la première chose qui peut faire, consulter. Petite anecdote, je me souviens d'une de mes patientes que je suivais du coup en postpartum pour le périnée, qui me racontait très fièrement que dès qu'elle couchait son bébé, il la regardait toujours, etc. Jusqu'au jour où en fait on s'est rendu compte que en fait, ben non, en fait il avait un torticolis et que c'est pour ça qu'il regardait toujours du même côté et le pédiatre lui avait dit faites le test. Là où il met normalement sa tête, ben, changez et mettez-le à la place des pieds. Et en fait, ben, il regardait vers la fenêtre et il avait plus sa maman. Donc c'était un peu l'anecdote où au final, bon, j'en rigole maintenant, mais du coup ça nous a permis de se rendre compte qu'en effet il y avait un souci. Mais des fois je dis aux parents, ben, ne mettez peut-être pas toujours la tête de votre enfant d'un même côté du berceau. Oui, tout à fait. Donc voilà, ça peut être une astuce aussi si on a un doute de se dire est-ce qu'il regarde toujours du même côté parce que je suis de ce côté-là ou parce qu'il y a la fenêtre ou parce qu'il y a son petit frère. Essayer de changer l'enfant de côté pour voir est-ce qu'il reste toujours du même côté ou non. Oui et d'ailleurs, ça fait partie, ça, des mesures de prévention. Je pense qu'on peut en parler là puisqu'on est dedans, de changer régulièrement l'enfant de position dans son lit, de direction tête-pied, tous les jours ou tous les 2 jours, on peut le changer, de position. Ça va, changer ses repères et l'obliger à tourner sa tête des différents côtés. L'allaitement est aussi un facteur protecteur parce qu'on change régulièrement de côté. Et si vous n'allaitez pas votre enfant, il suffit de donner le biberon, une fois de la main gauche, une fois de la main droite et donc le portage, et l'installation, effectivement du bébé sont aussi des facteurs protecteurs. Et après, comment ça se passe du coup? Une fois que enfin, comment il se passe le diagnostic? Tu nous as parlé vaguement des mesures du coup? Oui, quand vraiment on vient, consulter, chez un kiné qui va être spécialisé pour le coup, la première chose à faire déjà, c'est de faire un bilan et on va vraiment, parce que comme c'est une pathologie récente, il faut prendre un maximum d'informations pour essayer de voir, est-ce qu'il y a des facteurs auxquels on n'avait pas pensé, qui pourraient, favoriser l'apparition d'une formation crânienne positionnelle. Donc on va vous poser, plein de questions, sur la position de l'enfant, pendant qu'il dort, pendant qu'il fait ses siestes, est-ce que c'est votre premier enfant? Est-ce qu'il y avait eu un problème particulier pendant la grossesse? Voilà, on a déjà parlé de tout ça et ensuite on va, à la fin du bilan, toujours, prendre des mesures et ces mesures, c'est bien de les répéter une fois par mois, pas plus pour, vérifier l'évolution et la croissance du crâne et il faut pas les prendre de manière trop rapprochée parce que cette croissance, elle est quand même, même si elle est très rapide parce qu'elle se fait, pour sa grande partie dans les 18 premiers mois, si on prenait des mesures toutes les semaines, on ne verrait pas d'évolution. Donc il faut faire une fois par mois et c'est largement suffisant et donc en fait, bon, il y a différentes manières de prendre ces mesures. Il y en a qui le font, avec un petit matériel de moulage, avec du matériel thermoformable. Moi, j'ai essayé de le faire, je trouve que c'est un petit peu long, beaucoup plus long que le craniomètre. Donc l'autre, méthode de mesure, c'est le craniomètre. Donc on a un élastique qu'on va placer sur la tête de l'enfant avec des repères et avec le craniomètre, donc c'est comme une, réglette mais un peu, arrondie qui va permettre de mesurer la distance entre les 2 diagonales, donc entre l'œil, par exemple droit et à l'opposé, le crâne à droite. Donc il y a les repères qui sont posés sur l'élastique et on fait pareil de l'autre côté. Donc ça va nous donner la différence entre les 2 diagonales, ça va nous donner vraiment l'indice de plagiocéphalie et ensuite on va mesurer l'indice crânien. Ça va être la largeur du crâne, donc des 2 oreilles, au-dessus des 2 oreilles, divisé par la longueur. Donc de la pointe du nez jusqu'au milieu de l'arrière du crâne et ça va nous donner l'indice crânien. L'indice crânien nous permet de voir s'il y a une brachycéphalie ou beaucoup plus rarement, mais ça c'est plutôt dans les cas de craniosténose, des dolicocéphalies. Les dolicocéphalies, c'est quand on a une longueur du crâne qui est beaucoup plus importante que la largeur et ça fait des crânes vraiment en longueur, en fait, comme un petit haricot. Voilà et donc on peut avoir, les 2 qui sont imbriqués, c'est-à-dire qu'on peut avoir une asymétrie
et parfois, une brachycéphalie. C'est-à-dire qu'on peut avoir une plagiocéphalie et concomitant une brachycéphalie parce que, la largeur du crâne est plus importante que la longueur. Ah d'accord. Ah ouais, tu vois, ça je pensais pas. Mais maintenant que tu le dis, Bah, en fait, quand on différencie, vraiment bien les 2 termes de plagiocéphalie et brachycéphalie et qu'on sait qu'en fait, la plagiocéphalie, c'est quand on a une asymétrie supérieure à 5 millimètres, et que la brachycéphalie, ça intervient quand on a un indice crânien qui est au-dessus de 85. À partir de là, on voit qu'on peut avoir, les 2 qui sont imbriqués. OK. Et une fois du coup, il y a ce diagnostic qui est posé, qu'est-ce qui se passe? Alors là, on met en place, des séances de kiné régulières. En séance, on va surtout travailler, l'assouplissement de l'enfant et surtout, faire beaucoup d'éducation thérapeutique auprès des parents sur ce qu'ils vont devoir mettre en place à la maison. Et ce que j'explique et que je prends le temps de dire aux parents, c'est que ce qui va faire que le crâne va vraiment se remettre en forme, de manière harmonieuse, c'est à 99 ce qu'ils vont faire à la maison. Ce n'est pas une séance d'ospathie ou une séance de kiné qui va, améliorer la forme du crâne de l'enfant et je trouve qu'on le dit pas assez, qu'il y a trop encore de médecins et de pédiatres qui disent: «Ah oui, il a le crâne plat». Alors soit on dit: «Ça va rentrer dans l'ordre tout seul», ça c'est le pire, soit on dit: «Ben, allez voir votre ostéo, en 1 ou 2 séances, je suis sûre que ça va rentrer dans l'ordre». Alors oui, l'ostéopathe va permettre de, rééquilibrer, certaines tensions, permettre certains relâchements, un travail tissulaire aussi qui va permettre, de relâcher et à l'enfant de faire perdre un petit peu cette préférence d'un côté. Mais si ça n'est pas entretenu à la maison, c'est sûr que ça va rater et ça va servir à rien. Et je vois beaucoup, de déformations crâniennes positionnelles s'aggraver à cause de ça. Généralement, les parents ont fait, 1 ou 2 ou 3 ou parfois 5, 6 séances d'ostéopathie, mais comme ça, de manière ponctuelle, 1 fois par mois ou 1 fois tous les 2 mois, en pensant que c'était vraiment ça qui allait faire que ça allait rentrer dans l'ordre. Et c'est là que parfois je suis un petit peu en colère contre certains professionnels, c'est de ne pas avoir dit aux parents qu'il fallait continuer le travail à la maison et qu'il fallait aussi continuer le travail avec un kiné parce que le kiné est vraiment le professionnel qui va être habilité à accompagner les parents dans le développement moteur de l'enfant, dans le travail de l'installation, dans le travail à faire à la maison sur les rotations et sur les assouplissements qu'il va falloir continuer à faire à la maison. Donc voilà, 99 du travail, c'est celui qui sera fait à la maison et c'est celui qui permettra que ça s'améliore. Sans ça, c'est l'échec, assuré. Mais ça après, faut que je pense que les personnes s'en rendent compte, c'est dans beaucoup de traitements comme ça. On a des connaissances, on est spécialisé dans un domaine, mais on n'est pas magicien. Et là encore plus dans le cas d'un enfant, en effet, forcément, les parents ont du coup un rôle, on va dire, dans la position du coup de leur enfant, parce que c'est sûr que quand tu dis 99% dans ce que vont faire les parents, bah, c'est normal, parce que 99% du temps, ils sont à la maison et ils ne seront pas en séance de kiné. Donc, au niveau du temps, ça paraît aussi logique finalement. Oui et tu as raison de dire que c'est pareil dans tous les traitements parce que, c'est pareil, on peut parler de rééducation périnéale. Si la maman ne continue pas le travail chez elle, c'est pas en 1 ou 2 séances par semaine que le périnée va se renforcer. Ah, totalement. C'est pareil pour les sciatiques, c'est pareil, pour les lombalgies, si on continue pas le travail à la maison, ça risque d'être beaucoup plus long et d'entraîner beaucoup, beaucoup plus de séances de kiné qu'il n'en faudrait. Oui, et puis en plus, qu'on se le dise aussi, c'est du temps de venir en séance de kiné, donc profitez-en pour au contraire faire une grande partie du travail à la maison et pour ne pas avoir besoin de venir en séance de kiné, ou du moins le moins possible. Parce que là, dans ce cas-là, oui, il y a besoin de séances de kiné, mais il faudra pas oublier que du coup, si vous faites les séances de kiné et que derrière vous le remettez dans un cosy, bon, ça va être compliqué. On est quand même un petit peu folle de dire aux parents qu'il faut limiter, il faut faire moins de séances de kiné. On n'a pas tout à fait dit ça. Enfin, bon, peut-être, mais si vous voulez, mais du coup, ça veut dire que du coup, c'est encore plus vrai ce qu'on dit, parce qu'on se tire peut-être une balle dans le pied, mais du coup, c'est plus dans le sens où, moi j'aime bien dire, c'est comme si vous voulez faire un régime, mais que au final, samedi, dimanche, vous mangez matin, midi et soir McDo. On va vite comprendre que c'est pas cohérent. Tout à fait et moi, je pense que ça redonnerait beaucoup plus de valeur aux séances de kiné, de peut-être d'en faire moins, mais mieux.
Et bon là, on rentre dans un autre débat, mais c'était pas anodin que je dise ça. Finalement, moi, je déplore un petit peu les gens qui en sont à leur 105e séance de kiné et qui se posent pas de questions et les kinés ne se posent pas de questions non plus. Voilà, c'est un petit peu pour dire que ce qu'on dit, c'est vraiment honnête parce que on va pas forcément dans le sens de venez nous voir en séance, vous avez ou non, vous avez besoin de nous pour vous éduquer et vous montrer ce qu'il faut, mais après, vous pouvez être tout à fait autonome. Totalement. Et puis même, franchement, en tant que patient, on vous adore, hein, on aime bien vous voir, mais franchement, on préfère vous voir le moins possible et que vous nous disiez que vous êtes mieux. Ça fait tellement plaisir des fois de croiser un patient en dehors du cabinet qui nous dit: «Ah ben oui, mais non, je vais beaucoup mieux, je vous ai vu que 2 fois, c'est génial». Ça n'a pas de prix, quoi. Il faut pas oublier que l'objectif, c'est que vous connaissez votre corps. Et là, bon, dans ce cas-là, c'était du coup plutôt le bébé et comment ça fonctionne. En fait, la clé, elle est en vous. Nous, on vous aide à trouver la clé. Voilà. Après, derrière, c'est à vous de mettre la clé dans la serrure. Exactement. J'aime beaucoup l'image. Sur ça, on est d'accord. Donc, il y a les séances de kiné. Est-ce qu'il y a autre chose comme traitement qui peut... Oui, donc on a parlé un petit peu d'ostéopathie, ça peut aider dans certains cas. Moi, je sais que ça m'arrive d'orienter des enfants vers des ostéopathes quand je me sens vraiment bloquée et que je vois que il y a un blocage, pardon, parfois un peu plus global, ou parfois il faut simplement un petit déclic et le fait de changer de thérapeute, il va y avoir quelque chose qui va se débloquer. Ça peut, parfois être, une solution et il existe aussi, le traitement, par orthèse crânienne. Je reviens, 2 minutes sur l'ostéopathie. Ça peut aider du coup à débloquer, mais le problème, c'est qu'il faut vraiment mettre l'accent sur ce n'est pas le traitement de choix qui est recommandé aujourd'hui. Sans, voilà, sans vouloir créer de débat autour de ça, il n'y a pas eu d'études qui ont prouvé que la supériorité du traitement ostéopathique, alors que, comme je le disais, 99% des enfants que je suis en séance ont d'abord en premier lieu été voir un ostéopathe parce que quelque part c'est un petit peu la mode aujourd'hui et que parfois les pédiatres ou les médecins sont un petit peu mal informés sur ce que peut faire le kiné et sur le fait qu'un kiné puisse être spécialisé en pédiatrie. Mais à contrario, les études ont bien démontré que le traitement de choix et en premier lieu, c'est la physiothérapie. Voilà, je parle de physiothérapie parce que c'est des études canadiennes et américaines qui ont prouvé ça. Mais pour le coup, avant l'ostéopathie, avant le casque, en première intention, c'est la physiothérapie. Et ensuite, l'éducation des parents, le repositionnement, l'installation, le travail et la stimulation motrice. Faut y croire, Mathilde, parce que, enfin, je pense que je peux le dire. Ça fait partie du coup de l'étude de recherche, enfin, qui a regroupé toutes ces études-là au niveau de l'HAS. Tout à fait, oui. J'ai fait partie du groupe de recherche, à l'HAS sur, les déformations crâniennes positionnelles et la mort inattendue du nourrisson, et on était, une dizaine d'experts, regroupés, pour, faire cette fiche de recommandation et on a pris beaucoup de temps pour le faire. Il y avait même, un médecin ostéopathe et un ostéopathe, donc c'est même validé par, les ostéopathes. Voilà, on a fait une fiche de recommandation et j'invite vraiment tous les professionnels qui prennent en charge des enfants à prendre connaissance de cette fiche parce qu'elle est, selon moi, vraiment bien faite. Elle met surtout vraiment en valeur le métier de kinésithérapeute et je me suis battue pour ça parce qu'on n'était que 2 kinés à faire partie du groupe, contrairement aux neurochirurgiens, aux médecins, aux infirmières puéricultrices, etc., sages-femmes aussi. Et vraiment, par moment, il a fallu quelque part un peu taper du poing sur la table et montrer qu'on était là et montrer notre place aussi face à l'ostéopathie, notre place de quand même de professionnels de santé, remboursés par la sécurité sociale, reconnus avec des études à la clé. Et ouais, je suis assez fière du résultat de cette fiche. Tu peux, parce que je confirme, de toute façon, je mettrai le lien dans la description du podcast de ce rapport de l'HAS. On n'a pas précisé, l'HAS, c'est la Haute Autorité de Santé. C'est un peu ce qui s'occupe, du moins en France, de donner les directives. Et on devrait tous plus ou moins se fier à ce que dit l'HAS. C'est pas n'importe quoi, c'est pas une étude qui est sortie de n'importe où. Donc pour tous ceux qui voudront le lire, et dans tous les cas, j'invite tout le monde, même ceux qui ne sont pas professionnels de santé, c'est dit avec des mots assez simples, donc bon, après normalement ça fera écho à tout ce qu'on a dit un tout petit peu là déjà dans cet épisode. Et donc pour en revenir peut-être au casque,
Oui, voilà, dans la suite du traitement, enfin, ça n'est pas la suite logique, mais c'est les autres options qui existent. C'est le casque ou parfois appelé orthèse crânienne. Alors là, il y a de grands débats autour du casque. Moi, je prends ça avec, objectivité. Je vais dire, je ne suis ni pour ni contre le casque, même si à Bordeaux, on a une réputation d'être contre le casque parce que pour le coup, on va dire qu'au CHU, plutôt contre le casque, mais dans le sens où il y a eu trop de marketing qui a été fait autour de ce produit et trop, de ventes abusives. C'est-à-dire que les enfants, enfin les parents qui vont consulter pour leur enfant pour un casque, on trouve que parfois, la proposition du casque arrive beaucoup trop tôt, dans le diagnostic, sans même qu'il y ait eu, un essai de traitement, en kiné, parfois avec des déformations qui sont, presque invisibles à l'œil nu. Donc voilà, on trouve qu'il y a eu des abus qui ont été faits, dans ce domaine et du coup, on s'est un petit peu positionné contre le casque pour marquer les esprits. Maintenant, moi, au cabinet, je suis un petit peu plus mesurée dans la vraie vie parce que, j'estime qu'il y a des enfants qui ont des déformations telles et qui ont, d'autres problèmes associés qui vont faire que si on ne prend pas la décision un peu plus radicale de l'orthèse crânienne, il va y avoir vraiment un gros préjudice esthétique et je pense même des préjudices fonctionnels au niveau des articulations temporomandibulaires. Voilà, on en reparlera peut-être après, à l'âge adulte. Du coup, il y a des cas pour lesquels, c'est pas que je me pose pas la question, bien évidemment, on essaye au début de mettre en place le repositionnement, voilà, la kiné, les séances de kiné et on sent que ce sera pas suffisant. Donc on en parle aux parents, on essaye de leur expliquer à quoi ça va servir, pourquoi et parfois le casque est indispensable. Donc le casque, c'est réservé aux déformations crâniennes positionnelles sévères, c'est-à-dire qu'ils vont être au-dessus de 12 à 15 millimètres en fonction, des autres facteurs de risque ou pour les brachycéphalies sévères qui vont être au-dessus de 95-100 d'indice crânien. Pourquoi c'est réservé aux déformations sévères? Parce qu'en fait, on vient déjà mettre une pression sur un crâne 23 heures sur 24. Parce que l'efficacité du casque, elle n'est présente que si on est vraiment rigoureux sur ce critère-là. Il faut que l'enfant porte 23 heures sur 24 son casque. Si ça ne se fait pas comme ça, vous allez mettre entre, 1 000 et 4 000 € dans un casque pour rien. Ouais, c'est ce que j'allais dire en plus, parce que du coup, c'est quelque chose qui n'est pas remboursé, je crois, ou très, très peu. C'est très, très peu remboursé. C'est remboursé pour des enfants qui sont en affection de longue durée, donc qui ont d'autres pathologies associées. D'ailleurs, voilà, ça fait partie aussi des critères, du port du casque. S'il y a des pathologies associées avec des troubles de la motricité, voilà, je répète, ce n'est pas la plagiocéphalie qui engendre des troubles neurologiques ou des troubles de la motricité. C'est vraiment quelque chose qui va être là concomitant. C'est plutôt même un enfant qui va naître avec un handicap qui peut développer ensuite une plagiocéphalie. Ouais, donc on est bien d'accord, si vous tapez plagiocéphalie sur internet et que vous voyez que votre enfant va avoir des troubles moteurs ou cérébral, non, pas directement. C'est qu'il y avait déjà un autre problème. S'il y en a, c'est qu'il y avait déjà un autre problème et que c'était déjà présent et que la plagiocéphalie s'est développée avec ou à cause de ça. C'est vraiment la plagiocéphalie, c'est un manque de mobilité. Donc un enfant qui va naître avec, par exemple, une hémiplégie ou une infirmité motrice cérébrale va avoir des troubles de la mobilité et de la motricité. Il peut même y avoir des choses un peu moins bien étiquetées qu'on a du mal à diagnostiquer. Des fois, il y a des troubles génétiques qu'on a beaucoup de mal à étiqueter et qui entraînent des troubles de la motricité et de la mobilité et du coup, il y a une plagiocéphalie qui s'installe. Mais c'est jamais l'inverse. Ça n'a jamais été prouvé qu'une plagiocéphalie entraînait un trouble de la motricité et parfois, les vendeurs, de casques se servent de ça et ont un petit peu manipulé les études pour dire: «Attention, les plagiocéphalies entraînent des troubles de la motricité, des troubles neurologiques et cetera et cetera». Le problème, c'est que si vous allez fouiller, que vous parlez un petit peu anglais, parce que pour pas faciliter, ils ont mis des études anglaises, hein, mais moi, j'ai été fouiller et j'ai l'habitude de lire des études en anglais et j'ai vu de quelles études ils se servaient. Ils ont pris des études sur des enfants qui étaient IMC, donc infirme moteur cérébral, des enfants qui avaient des hémiplégies, des enfants qui avaient des paraplégies, des enfants qui avaient déjà des troubles génétiques, des trisomies 21 par exemple
et on sait que la trisomie 21, il y a des troubles de la motricité et donc ils ont manipulé un petit peu ces études, donc il faut faire très attention. Si on vous propose, d'emblée le port d'un casque, il faut prendre un deuxième avis. C'est pas anodin que de, faire porter un casque qui va engendrer une pression sur un crâne pendant 23 heures sur 24 et qui plus est, si la déformation, entre guillemets, «n'est pas assez sévère», vraiment l'évolution avec le casque sera exactement la même que l'évolution sans casque. Ça a été prouvé par plusieurs études canadiennes, américaines et même françaises, sur des groupes plus ou moins grands d'enfants. Mais il y a des études qui sont vraiment de grade, A ou B, je sais plus, donc enfin, c'est des grades très élevés, qui prouvent que dans les déformations modérées, donc jusqu'à 10-12 millimètres d'écart entre les 2 diagonales, avec les mesures de repositionnement, le suivi en physiothérapie et le travail à la maison, le résultat est exactement le même qu'avec le port d'un casque et en fait, c'est très facile de comprendre ça parce que si vous mettez une pression avec un casque sur un crâne qui est peu déformé, en fait, ce traitement sera moins efficace que sur un crâne qui est très déformé, vu qu'on se sert de la pression sur la zone qui est, encore trop bombée pour laisser la zone plate se développer. On comprend très vite que si on pose un casque sur un crâne qui est presque rond, bah, la pression sera beaucoup moins efficace. Et encore une fois, on en revient, il y a une base de marketing, donc essayez peut-être de consulter à ce qu'on évalue déjà bien votre enfant. S'il y a un doute, toujours demander un deuxième avis et que, en effet, les séances de kiné sont remboursées par la sécurité sociale et votre mutuelle, alors qu'un casque, non. Donc c'est peut-être intéressant de commencer à faire quelques séances de kiné. Après, je ne sais pas si selon toi, il y a un nombre de séances de kiné qui permet de dire, ben non, là, on n'y arrivera peut-être pas plus. Bon, en effet, il y a quand même ce que vont faire les parents derrière, encore une fois, on le répète. Mais essayez peut-être de commencer tranquillement par des séances de kiné, donner tous les conseils qu'on donnera peut-être à la fin de l'épisode, essayer de voir ce que ça donne avant de peut-être penser à un casque, ou le casque, comme elle l'a dit Mathilde, c'est que dans les cas quand même très sévères. On n'est pas contre le casque, mais il faut bien comprendre que c'est que dans certains cas et c'est pas la première solution qui doit venir à l'esprit. Et en fait, en nombre de séances, il y a pas vraiment de nombre, ça va venir de l'évolution motrice de l'enfant. C'est-à-dire qu'à partir du moment où il commence à tourner sa tête, correctement des 2 côtés, qu'il commence à se tourner par lui-même, sur le côté, puis sur le ventre, à partir de là, on diminue le nombre de séances et on les espace. Et à partir du moment où il commence à se déplacer seul, on estime que là, on peut vraiment faire uniquement des séances de contrôle avec simplement des mesures tous les 1 mois ou tous les 1 mois et demi. Parce qu'à partir du moment où l'enfant commence à se déplacer, finalement, c'est pratiquement gagné. Sauf s'il y a encore un torticolis ou une posture un petit peu gênante qui persiste. Quand l'enfant commence à se déplacer, il ne sera jamais sur le dos la journée, à part pendant ses siestes peut-être. Mais et encore, moi je le préconise, et j'explique aux parents comment faire les siestes sur le côté. Donc normalement, à partir du moment où l'enfant commence à se déplacer, tout rentre dans l'ordre puisqu'il ne passe pas de temps, sur le dos la journée. Donc encore une fois, on en revient sur la position de l'enfant en dehors du moment où il dort qui est fondamentale. Exactement et pour terminer avec, le casque, il faut aussi parler du coût. Un casque, ça coûte entre 1 100 € pour des instituts comme, La Garrigue à Bordeaux, que je connais et qui pour moi sont très compétents parce que c'est eux qui font aussi des orthèses pour les scolioses et c'est les moins chers que je connaisse dans la région bordelaise, hein, j'entends et c'est vraiment des professionnels des orthèses. Donc moi, j'ai confiance d'envoyer les patients vers ces centres-là. Après, il y a des centres beaucoup plus, marketing, et qu'on retrouve sur internet avec Cranioform et DocBand, par exemple et là, on retrouve des casques qui coûtent, autour de 4 000-4 500 €. Alors que moi, j'ai pu voir les 2 casques. Ils se vantent d'être, différents. Le DocBand, Cranioform se vantent d'être des casques, dynamiques par rapport aux casques classiques de la Garrigue. Moi, j'ai vu les 2 casques, à part les fermetures qui se font, d'un côté, par des scratchs et d'un autre, par des sangles, je sais plus très bien comment. Il y a pas de différence, que ce soit au niveau du matériel, au niveau du poids du casque. Ça explique pas la différence de prix. Non, j'explique. Je peux pas expliquer qu'il y ait 3 500 € de différence, surtout quand on voit que la matière est la même. Parce que finalement, c'est ça. Et finalement, c'est le prix du marketing. Enfin, il y a des chances que ça soit ça.
Voilà et enfin, le casque et on le dit pas tout le temps, mais il y a des enfants qui sont allergiques aux produits qu'on utilise pour fabriquer les casques et là, vous l'avez vraiment dans l'os parce que, vous avez payé le casque, vous serez pas remboursé et votre enfant, il peut être allergique. Il y a pas de test, on fait pas de test pour ça. C'est très rare, mais ça arrive. Il y a aussi des risques de dépilation, c'est-à-dire que sur la zone où le casque va appuyer, l'enfant généralement perd tous ses cheveux à ce niveau-là parce que la pression est telle que, ça fait tomber vraiment tous les cheveux et il y a aussi des risques d'escarres et de blessures au niveau du casque. À Bordeaux, là, au CHU de Bordeaux, il y a eu une fois une blessure, où on voyait l'os quand même, hein. En une journée, on peut me poser le casque à un enfant et le soir retrouver une énorme blessure. Ça peut se faire en 23 heures. En très peu de temps, parce qu'on peut expliquer un tout petit peu ce qu'est un escar. Un escar, c'est, on pourrait résumer, c'est comme si la peau en fait partait et on a plusieurs couches de peau en fait jusqu'à arriver du coup au niveau de l'os. Exactement. En fait, un escarre au début, c'est comme une cloque et après, la peau, s'en va. Ça fait que l'enfant est à vif, il peut pas porter le casque pendant un certain temps et encore une fois, du coup, vous avez mis, beaucoup d'argent dans quelque chose qu'il va falloir stopper pendant peut-être, 15 jours, 3 semaines et peut-être qu'après le casque sera plus à la taille de l'enfant, voilà. Donc c'est pas quelque chose à prendre à la légère. Et on l'a pas précisé, mais je pense que c'est important de le dire aussi. Le casque, c'est fait sur mesure sur votre enfant. Vous pouvez pas demander celle de la voisine qui elle aussi a eu son enfant qui a eu une plagiocéphalie. Ça marche pas. N'allez pas en acheter un sur le bon coin, quoi. Exactement, mais d'ailleurs tu dis ça en rigolant, mais il y a des sites internet qui se sont mis à vendre des casques comme ça, en fait. Mais ça ne m'étonne pas parce que vu que c'est quelque chose encore une fois qui coûte de l'argent, pour nous en tant que professionnels de santé, ça peut nous paraître logique. Et en effet, du coup, je pense que c'est important de le préciser. Ces sites-là ne prennent pas de mesure, hein. Ils envoient vraiment des casques, préformés, voilà, mettez-le sur, la tête de votre enfant et alors ça c'est le pire du pire. Si moi voilà, je répète, je suis pas contre le casque, mais s'il faut poser un casque, il faut vraiment le faire bien et par les bonnes personnes et encore une fois, ce ne sont pas les plus chers, les plus efficaces. Donc, on se renseigne bien. Tu l'as bien expliqué, le casque, c'est un outil, mais c'est peut-être pas la première chose à laquelle on pense et à laquelle... Parfois, c'est indispensable, il faut passer par là, malheureusement et j'aurais pas peur de le dire aux patients que je suis, mais parfois, on peut vraiment faire sans et je pense que c'est beaucoup, beaucoup mieux pour l'enfant. Ah mais ça c'est sûr. Et pour votre porte-monnaie aussi, du coup. Est-ce qu'il y a une période à partir de laquelle on pourrait dire ben non, on peut plus rien faire, enfin, parce qu'on a parlé du coup des sutures au niveau du crâne, on sait qu'à partir de plus ou moins 6 mois, ça aurait tendance à se former, donc j'aurais tendance à dire qu'à partir de 6 mois, on pourrait penser que l'enfant... Non, parce qu'à 6 mois, ça commence à se fermer, mais l'os est quand même encore très malléable. Donc, on peut encore agir jusqu'à 12 à 18 mois. Et généralement, c'est ce qui se passe quand on suit des plagios qui sont quand même bien installés. On suit les enfants pratiquement toujours jusqu'à 1 an, jusqu'à ce qu'ils commencent à se déplacer correctement, voire à marcher. Alors, pas une fois par semaine, hein, comme je le disais tout à l'heure. Généralement, ce sera des visites tous les mois ou tous les 1 mois et demi pour suivre l'évolution de la plagio, voir s'il y a eu des conséquences. Moi, jusque-là, j'en ai jamais eu. Les enfants que j'ai suivis jusqu'à 1 an, tout est parfait, c'est-à-dire qu'à la fin, alors si on regarde bien, cheveux mouillés au-dessus du crâne, on va peut-être voir une petite asymétrie parce qu'on le sait, on sait que c'est là et qu'en plus on s'est vraiment focalisé dessus. Mais pour les gens qui ne savent pas, il n'y a aucun préjudice esthétique ni fonctionnel. Est-ce que du coup, si là, un auditeur nous entend et il se dit: ben mince, mais moi du coup j'ai la tête plate ou j'ai l'impression que j'ai la tête plate en fait tout simplement», qu'est-ce qu'on pourrait lui répondre? Bah, on pourrait lui répondre, que s'il s'en est rendu compte là, c'est que jusque-là, il avait pas noté forcément de préjudice fonctionnel et que, en soi, esthétiquement, il faudrait voir, mais normalement, il y a pas de préjudice, esthétique non plus. La seule chose, moi, qui m'est arrivée, d'ailleurs une fois en séance, c'est d'avoir une jeune fille de 23 ans ou 24 ans qui venait, suite à une opération, de l'articulation temporomandibulaire parce qu'elle avait la mâchoire déviée, en fait. Elle avait été opérée 2 fois
et pour vraiment remettre sa mâchoire, bien, d'aplomb, avec le maxillaire et en fait, en posant mes mains sur sa tête, pour faire le bilan et puis pour commencer, la détente, en fait, parce qu'elle avait de très grosses tensions cervicales, rapidement, je me suis posé la question d'une plagiocéphalie, en fait, parce qu'en posant mes mains, j'ai senti l'asymétrie et donc je lui ai posé la question. Elle en avait pas, connaissance et elle a posé la question à ses parents qui lui ont dit: «Oui, effectivement, quand tu étais petite, on a noté que tu avais, une asymétrie». Mais à ce moment-là, donc elle doit être née dans les années, 95, je pense, à peu près, il y avait aucun traitement qui existait. Là, même pour le coup, même pas l'ostéopathie, même pas la kiné, donc ils ont laissé ça, évoluer comme ça évoluait. C'est-à-dire, je pense qu'on leur a même pas conseillé de l'installer ni rien et du coup, elle s'était certainement retrouvée avec une grosse déviation de la mandibule par rapport au maxillaire, donc elle s'est fait opérer. C'est revenu dans l'ordre, donc là je l'ai suivie, en kiné pour travailler la détente parce qu'elle avait des tensions suite à l'opération forcément. Mais finalement, elle le vit très bien, on voit rien à l'œil nu. Par contre, ce qui est drôle, c'est qu'elle avait fait des radios pour son opération et qu'on voit la plagio à la radio. Ah d'accord, c'est drôle et personne n'a ouais, non, personne a insisté dessus, vu que c'était la mâchoire qu'on allait opérer. Ouais, voilà, faut vraiment avoir un œil averti et se dire: «Est-ce qu'il y a pas une plagio?» et quand on regarde bien la radio, on la voit, mais on voit qu'elle a quand même bien évolué spontanément. D'accord. Oui et puis que d dans tous les cas, je pense qu'on peut rien y faire. Non, il aurait fallu y faire, quand elle était bébé, mais là, aujourd'hui, on peut rien y faire. Non, mais de toute façon, ça ne se voit pas et voilà, il y a aucun préjudice esthétique. Le seul préjudice, c'était fonctionnel et l'opération a permis de tout remettre dans l'ordre. Bon, il vaut mieux quand même le traiter bébé pour éviter ce type de désagrément qui peut arriver, du coup, à l'âge adulte après. Donc si on peut résumer, on pourrait dire: essayez de surveiller votre enfant pour voir il a tout le temps la tête tournée d'un côté, pour essayer d'éviter que plus tard, en fait, enfin que ça passe à l'as et que plus tard, il y ait peut-être des problèmes au niveau, du coup, de la mâchoire. Tout à fait. Je voulais réinciter quand même au niveau de l'allaitement. Tu l'as dit tout à l'heure, que l'allaitement, du coup, c'était un facteur de protection. Alors, du coup, ils avaient l'air de dire que c'était autant pour la mort inopinée du nourrisson, mais aussi pour les déformations crâniennes positionnelles. Oui, je pense que pour la mort inopinée du nourrisson, alors je m'avancerai pas trop sur le sujet, mais je pense que c'est parce que du coup le bébé se réveille régulièrement pendant la nuit et du coup il y a une surveillance régulière pendant la nuit de l'enfant quand on allaite et en tout cas, l'allaitement prévient la plagiocéphalie dans le sens où pour téter, l'enfant est obligé de tourner, sa tête, d'un côté et de l'autre en fonction du sein qui lui est présenté et d'ailleurs, ça me fait penser que, parfois, les bébés qui ont des troubles de la succion peuvent en concomitance avoir une plagiocéphalie et là, c'est tout un ensemble de symptômes qu'on va rechercher, notamment un frein de la langue qui va être trop court, une position en hyperextension, plein d'autres petits symptômes qui vont se surajouter et quand il y a plusieurs de ces symptômes, on parle de syndrome de Kiss. Alors, il n'y a pas forcément de différence dans le traitement kiné après, il faut simplement faire attention au frein de langue qui devra peut-être être opéré. Mais en tout cas, voilà, c'est juste qu'on va rechercher les symptômes. S'il y en a plusieurs, on parle de syndrome de Kiss et de toute manière, il faut faire le traitement, comme on l'a dit, depuis le début de ce podcast. Et à consulter en premier, c'est quoi quand même le mieux? C'est de consulter son médecin généraliste, le pédiatre? Qu'est-ce que tu aurais tendance à conseiller plus? Alors en premier, pour moi, c'est médecin généraliste ou pédiatre parce que, aujourd'hui en France, pour avoir, des séances de kiné, il faut avoir une prescription. Donc la première personne à consulter, effectivement, ça va être votre médecin ou votre pédiatre, mais il faut faire attention parce que tous les médecins et tous les pédiatres ne sont pas sensibilisés et formés à ce problème. Donc si un médecin ou un pédiatre vous dit: «Votre, bébé, ça va rentrer dans l'ordre tout seul, ce qu'il a, il y a pas de problème», il faut vous rapprocher d'un centre de référence comme au CHU de Bordeaux où on reçoit les gens sans ordonnance. Donc on les reçoit, c'est moi qui les reçois et s'il y a besoin de séance de kiné, on leur fait directement une ordonnance du CHU de Bordeaux. Et comment on peut trouver ces centres de référence? Il y a un site internet? Ça va être il faut se rapprocher, du CHU de sa région. Il y a pas vraiment de site internet, mais il y a, si je l'avais noté, la filière santé maladies rares tête et cou, c'est www.tête-cou.fr. Il me semble que sur ce site-là, il y a tous les centres de référence des maladies qui concernent la tête et le cou.
D'accord, bah, c'est intéressant, c'est pareil, je le mettrai en lien du coup dans la description du podcast. Et pour les kinés, c'est pareil, pour trouver quelqu'un qui est spécialisé, bon là, peut-être laisser aussi le pédiatre et le médecin vous dériver vers quelqu'un de confiance, mais s'il ne le fait pas particulièrement. Eh bien là, j'y travaille, parce que je suis en train de mettre en place des formations pour les professionnels de santé et aussi les professionnels qui travaillent avec les nourrissons. Donc tout ce qui va être, assistante maternelle, crèche, voilà, toutes les professions qui touchent à l'enfant. Je suis en train de créer une formation pour, créer aussi un répertoire de professionnels formés dans le domaine. OK, ouais, ça serait génial. Il faudra que tu me tiennes au courant, dès que c'est créé, qu'on partage du coup les liens. Donc, n'hésitez pas à nous suivre mutuellement. Je le rappellerai à la fin de l'épisode comment nous suivre. On communiquera du coup quand ça sera fait. OK, donc maintenant Mathilde, est-ce que tu as des conseils à donner aux parents ou aux futurs parents qui ont un enfant qui a soit la tête plate ou qui veulent éviter qu'il ait la tête plate? Oui, alors, la première chose que je vous conseille, c'est de beaucoup porter votre enfant, surtout dans les 2 premiers mois de vie. C'est le premier facteur protecteur de la déformation crânienne positionnelle. Portez votre enfant à bras ou avec tout matériel qui vous semble adapté et avec lequel vous êtes à l'aise. Ça peut être le porte-bébé, l'écharpe, le sling. Il existe plein de types d'écharpes différentes, donc il faut en tester plein et que vous trouviez celui avec lequel vous êtes le plus à l'aise. Ensuite, variez les positions du bébé la journée. Installez-le sur le côté, installez-le sur le ventre. N'utilisez pas le matériel, de puériculture qui sont trop contenants comme les transats, les cosy et qui empêchent du coup votre bébé de bouger librement. Favorisez, si vous pouvez, l'allaitement, mais si vous ne pouvez pas, changez de main quand vous donnez le biberon et favoriser aussi le portage à la poussette pour les petits déplacements. Ça, ce sont déjà vraiment des mesures, qui vont être protectrices et après si vous sentez que votre enfant n'accepte pas bien, les positions sur le côté ou sur le ventre ou qu'il vous semble qu'il a une position préférentielle par rapport, à un autre côté, il faut, rapidement, le plus rapidement possible, consulter un spécialiste. Donc comme je le disais, soit votre médecin ou votre pédiatre pour qu'il vous donne des séances de kiné et si vous sentez qu'il n'est pas assez informé sur le sujet et qui, selon lui, ça rentrera, dans l'ordre tout seul, ça n'est jamais le cas, ça ne rentre pas dans l'ordre tout seul. Rapprochez-vous d'un centre de référence pour, qu'on vous oriente et qu'on vous fasse une prescription de rééducation. Voilà, il faut faire de la rééducation le plus tôt possible parce que plus c'est pris en charge tôt, plus il y a de chances que ça réussisse et moins ce sera long. Et voilà, je pense que j'ai fait le tour. Ouais, non, tu as très, très bien résumé. Donc oubliez pas, en effet, on consulte le plus tôt possible parce que comme on l'a dit, avant quand même que les os, se collent, on va dire, entre guillemets, c'est là où on peut quand même, réussir à soigner le plus facilement possible, et puis en fait solutionner le problème, avant qu'il s'aggrave vraiment. Voilà et dernière petite chose, je pense que ça peut servir parfois à certains parents. Il y a des parents qui sont parfois très isolés, ou il y a même parfois des parents à l'étranger. Je me rappelle d'une maman que j'avais rencontrée à Bali qui avait, son bébé qui avait une plagiocéphalie, mais vraiment, par le hasard, le plus total et du coup, ça m'avait donné l'idée de faire des conférences avec elle pour lui donner des conseils pour son bébé et depuis, en fait, Doctolib m'a donné la possibilité de faire ça de manière plus facile parce que la visio, c'était bien, mais parfois ça fonctionnait pas forcément très bien et du coup, maintenant, je donne des téléconsultations sur Doctolib pour les parents qui alors j des fois, j'ai des parents qui sont au fin fond de la campagne de je sais pas où et qui ont pas trouvé de spécialiste ou parfois j'ai des parents qui ont vu, plusieurs ostéos ou plusieurs kinés et pour qui ça n'a pas été probant et ils viennent prendre un second avis ou des parents qui ont beaucoup entendu parler du casque et qui sont pas forcément suivis et qui veulent avoir un avis. Du coup, voilà, c'est plus pour des avis et donner des pistes de rééducation pour les parents qui sont isolés ou des avis pour les parents qui ont besoin de second avis. Dans tous les cas, voilà, tout est possible et ça vous évite de faire beaucoup de trajets si vous êtes loin. Ça, c'est un outil que je trouve de plus en plus intéressant. Totalement et ça prouve qu'il y a du coup toujours une solution. Donc il faut creuser un peu, il faut chercher, c'est le but de cet épisode aussi. On espère que vous allez, du coup retenir tout ça. Donc merci beaucoup Mathilde d'être venue et Avec d'avoir donné ton plaisir. temps pour, nous donner toutes ces bonnes infos. Je mettrai plein de liens du coup, de tout ce qu'on a parlé du coup dans l'épisode, enfin dans la description de l'épisode. Mais est-ce que si les gens veulent te suivre, où est-ce qu'ils peuvent te retrouver?
Alors, ils peuvent me retrouver voilà, alors vous pouvez me retrouver sur Doctolib pour prendre rendez-vous au cabinet ou en vidéo-consultation. Vous pouvez retrouver sur mon site internet tout un tas d'articles qui parlent de plagiocéphalie, de développement, de la motricité. Donc c'est, mathildehelin-kiné.com. Je suis aussi sur Facebook, Mathilde Helin Kiné, page du coup, dédiée, où je parle régulièrement et où je donne régulièrement des conseils. J'ai créé aussi un groupe, d'entraide, pour les parents, où j'interviens régulièrement pour donner des conseils. C'est, bébé et plagiocéphalie, conseils de kiné et échanges entre parents. Donc ça rassure beaucoup les parents de parler entre eux, de se donner des conseils et j'interviens de temps en temps pour, donner des conseils, essayer de répondre aux questions. Et enfin, il y a Instagram et YouTube. Instagram, c'est Physio Mathilde Helin, où je donne plein de conseils, vidéos, photos. Très régulièrement, je fais des lives aussi avec, d'autres professionnels, pour essayer de varier et de donner des idées et pareil sur YouTube, régulièrement, je fais des vidéos, pour vous donner des idées dans le développement moteur de votre enfant. Parfait. Et beh, vous voyez, vous pouvez la retrouver partout, donc n'hésitez pas. Encore une fois, il y aura tous les liens dans la description de cet épisode. C'est parfait. Merci encore Mathilde. Avec plaisir, merci à toi pour cette proposition et ce podcast qui est vraiment très intéressant. Et beh, parfait. Et beh, bonne journée à toi. Merci, bonne journée. Alors voilà, c'est la fin de cet épisode. Bravo à toi d'être resté jusqu'au bout. Si tu as des questions, n'hésite pas à nous contacter sur les réseaux sociaux. Les liens sont dans la description. Et si tu as aimé cet épisode ou que tu connais des futurs parents, n'hésite pas à leur partager et à mettre 5 étoiles sur ton application de podcast. En attendant, n'oublie pas, prends soin de toi. Take care.